Alors, bon, Gary McKinnon avait mis le nez dans 90 serveurs du Patagone, de la NASA, de certaines agences de renseignement, et il a pris une peine de prison autour de 70 ans sur sa tête. Et il parlait d'une flotte extraterrestre dans ses documents, un transfert de flotte à flotte. Alors, donc c'est vrai que la question, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un autre corps d'armée que ceux qui sont connus traditionnellement parlant dans les militaires qui ont des armées, c'est-à-dire on a la BIF, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air. Alors est-ce que cela suggère que, eh bien, il y ait une armée spatiale que les Américains ont mis au point? Parce que quand on dit une flotte extraterrestre, au pied de la lettre, on peut penser à extraterrestres avec des extraterrestres dedans, une flotte venant d'ailleurs. Mais dans le cas des documents que suppose avoir vu Gary McKinnon, c'est vague parce que ça peut être au second degré, puis c'est-à-dire que finalement c'est une flotte extraterrestre terrienne. Donc c'est-à-dire qui est faite pour intervenir dans l'espace. Donc ça c'est une question qu'on peut se poser. Bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Après, l'un n'empêchant pas l'autre non plus. Bon. Après, s'il y a une flotte extraterrestre, pourquoi McKinnon, pour avoir la suprématie sur les autres nations. Il n'a jamais dénié ce qu'il a dit. Enfin, je crois qu'il n'a jamais renié ce qu'il a dit, McKinnon, à ma connaissance. Bon, il faut voir ce qu'il y a gratté là-dedans. Bon, il y a des informations, de toute évidence. Après, encore une fois, c'est nous qui interprétons sur nos émotions, ce qu'on perçoit, les connaissances que nous avons. En gros, c'est ça. Ok. Bon, écoute, on va peut-être embrayer un peu plus sur ton livre. Bon, ton livre qui est consacré principalement aux OANI, objets aquatiques non identifiés, c'est ça? Ou est-ce que tu voudrais rectifier déjà un peu le titre? C'est l'occasion. Voilà. Alors là aussi, c'est joué avec les mots, avec le sigle. Au départ, c'était ça, Yves, en fait. Quand avec Emmanuel, nous avons ouvert Investigation sonographique et OANI, le site web, c'est parce qu'on voulait mettre en avant l'élément marin. Certains se penchent sur la forme, on va dire, des ovnis, certains se penchent sur l'éventuelle provenance, d'autres sur un aspect psychologique, d'autres scientifiques, d'autres archéologiques, etc. Et nous, on a choisi l'environnement. Alors, on aurait pu prendre des chemins de fer, les minerais, parce que là, il y a eu pas mal d'observations faites dans ces endroits. Et nous, l'élément marin nous a frappés parce que les ovnis sont noyés dedans. Alors là, effectivement, on pense structure, donc objet aquatique non identifié. Mais au fur et à mesure de nos recherches, on se dit qu'il peut y avoir des trucs qui sont tout à fait indépendants, et que ce soit des phénomènes, et même des observations. On parle d'observations visuelles. Alors, si on a une structure qui est dans l'espace aérien et plonge, ça sera un ovni amphibie quelque part, objet volant identifié amphibie, au même titre que si c'est un truc qui sort de l'eau, qui se trouve dans l'espace aérien. Mais le souci, c'est qu'il y a des observations, comme les observations sonores, donc recueillies par les sonars, les sous-marins notamment, les techniciens qui s'appellent les oreilles d'or, d'ailleurs, qui sont sonars, ils captent des bruits pour identifier si c'est un bâtiment de surface ou de plongée et ami ou ennemi, et puis aussi les pièges géologiques et biologiques, tout ce qui a en bruit. Et il y a eu des sons qui étaient non identifiés. Alors je me suis dit, je vais renommer, on va garder le sigle OANI, parce que finalement on a de la chance, objet, et je vais remplacer par observation. Comme ça, on peut inclure les phénomènes, les objets, les sons, tout ce que l'on veut, puisque finalement... Tout ce qui est matériel ou pas. Oui, exactement. On ne sait pas si tous les témoignages, ils ont la même connotation. C'est ça aussi. Tout à fait, oui. Je ne vais pas m'enfermer dans une voie de garage, et puis après, ça ne va pas peut-être nous mener bien plus loin. Alors qu'on peut peut-être avoir la réponse d'un truc à côté. D'un phénomène naturel ou métaphysique. C'est plus large. C'est plus large. Ça permet une marge d'erreur un petit peu déjà, et puis ça permet une investigation plus large. Après, il conviendra ou non aux éléments de ce qu'on obtiendra de resserrer les Donc, on va parler maintenant d'observation aquatique non identifiée. Voilà. D'accord. Alors, au départ, je pensais que c'était que les profondeurs marines, donc telles les mers ou les océans. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les lacs avaient aussi leurs petites histoires. Donc notamment en Russie, le lac ici se coule, où des êtres auraient été soi-disant... il y avait des histoires avec des êtres qui auraient mesuré 3 mètres d'eau.
Les plongeurs de l'armée rouge avaient été expulsés je me souviens. à travers la flotte. Et puis certains, ils ont eu des problèmes avec des paliers de décompression. C'était un véritable fiasco au dire des militaires de la marine russe qui ont révélé cela. Alors, où est la véracité des faits là-dedans? Attention, c'est ce que les Russes nous proposent. Il faut toujours être prudent. Bon, en tout cas, il y a bien quand même des anomalies. Et il y en a eu au lac de Corbe, où là, Boris Chirunov avait autorisé que je reprenne l'histoire du lac de Corbe qu'il avait mis dans l'un de ses ouvrages. Et là, on parle de substances et puis de mètres cubes de terre qui ont disparu. Et puis, on a effectivement des choses qui ont plongé ou qui sont sorties des lacs. Donc, les lacs sont concernés, alors pas seulement en Russie, il y a eu le lac Erie. Ah bah, faut être des grands lacs aussi. Ouais, les États-Unis, le Canada, il y a eu la Scandinavie aussi, en Suède notamment, en Finlande également. Et puis, et finalement, j'ai même appris que le lac du Bourget en France, le lac Clément, entre la France et la Suisse. Voilà. Il y a eu des observations certainement également. Oui, il y a eu des observations. Alors, je crois même au niveau de l'Écosse, dont déjà il y avait l'histoire du Loch Ness, mais apparemment, il y avait aussi des histoires d'OVNI. Alors, hein, c'est ce que je disais, on est toujours prudent parce que c'est 70% de la planète qui est recouverte d'eau. Hein, si on compte tous les espaces maritimes, hein, c'est clair. Lacs, étangs, fleuves, estuaires. Oui, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors, le tout de savoir si ces ovnis, dans le terme, ce sont des objets volants, si c'est le cas. Est-ce qu'ils sont attirés par cela ou pas? Parce qu'on a eu des témoignages émanant d'Amérique du Sud, notamment d'Argentine, dont certains se sont plaints des réservoirs d'eau, les paysans entre autres, ou des particuliers, que les piscines étaient vidées lorsqu'un objet avait survolé leur domaine et que la flotte n'existait plus. Et là, on parle en milliers de litres, de mètres cubes. Ah oui, c'est énorme. On veut mettre la nuance. Donc c'est énorme, il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut faire le lien avec les supposées mutations de bétail? Parce que souvent, il y avait des histoires de mutations de bétail quand il y avait ces histoires de piscines vidées ou de réservoirs vidés. Je n'en sais rien. Ça fait encore un théâtre d'investigation pour nous, d'essayer d'avoir plus de témoignages. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que les gens ne parlent pas facilement. Au niveau des OANI, on peut avoir les observations, les éléments de témoignage de la part de plongeurs et les gens liés au métier de la mer. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même moins de monde. Et puis voir les touristes, effectivement, il y a moins de monde. Il y a moins de monde sur mer, oui, que dans les terres, ça c'est clair. À part les bateaux, bon, éventuellement des avions qui survoleraient la mer également, qui pourraient voir des choses. Bon, ça c'est peut-être probablement produit même, donc c'est vrai que. Mais. Alors il y a des structures qui se déplacent sous l'eau, alors dont des performances équivalentes de 132, ce qui fait environ 400 km/h. Ah, c'est énorme. C'est quand même énorme, et ça c'est de plus en plus énorme. Lorsque la structure, elle est, elle est dite conséquente, c'est ça que je veux dire. Parce qu'à la limite, bon, une petite soucoupe sous-marine ou ceci, là, à la limite, pourquoi pas. Mais là, quand vous avez un grand truc qui fait la taille sous-marin, puis peut-être des fois même plus, on se demande comment ça peut naviguer sous l'eau sans avoir de problème. Oui, tout à fait. Entre les récifs, les ceci, les cela, bon, voilà. Alors il peut y avoir de l'armement, attention. Sauf que l'armement, dans ce cas-là, une torpille, elle va aller en ligne droite parce qu'elle est faite pour fracasser par exemple un bateau. Mais si c'est un engin pour se déplacer, un vaisseau, là ça pose déjà plus de problèmes. Il me semble que Jean-Pierre Petit a parlé d'engins, de MHD sous-marine, de sous-marins équipés des MHD. Il me semble bien. Mais... Oui, il a parlé de torpilles hyper véloces, pouvant aller à 1500 km/h, 2000 km/h. Mais bon. C'est lui qui le dit. Voilà. Après, il faudrait plus interviewer la personne concernée pour savoir ce qu'il en est exactement. Tout à fait. Mais ça donne une idée des recherches quand même. Et les Chinois s'étaient vantés de torpilles à supercavitation, qui est encore une autre technique. Mais on n'est plus dans les systèmes à hélice. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Pierre Petit expliquait, avec les forces de la place, etc. C'est pas possible de passer sous l'eau à plus de 400 km/h. Très très difficilement.
tout au plus 500, mais lorsqu'on arrive dans les 1000, bacs, oui. lorsqu'on arrive dans les 1000, etc., là, ça pose... Oui, ça pose un souci, oui, c'est parce que le liquide est comme beaucoup plus visqueux que l'air déjà, c'est beaucoup plus résistant. Ça... C'est d'autres propriétés, quoi. On parle du mur du son, mais le mur marin, est-ce qu'il est estimé? J'en sais rien. Il doit y avoir peut-être également un équivalent. C'est vrai que je ne m'y connais pas non plus énormément pour en parler. Alors, il y a eu des statistiques, si ça peut nous aider un peu. On essaye de faire un historique. On sait que par exemple, le premier officier de l'US Air Force qui a participé au projet Blue Book, c'était Edward Ruppelt, qui a dirigé cette section de 12 avril 1952, cette commission, quoi. Donc, qui était voulu par l'US Air Force pour savoir qu'est-ce qui transitait sur le ciel aérien des États-Unis, puis voir aussi du reste du monde. Et là, on a eu quelques statistiques. Alors, il faut savoir que le projet Blue Book était dissous en 1939, mais il a cessé toute activité en 1970. Alors, il s'est avéré que les ovnis, on parle d'ovnis, qui ont été vus par des navires, c'est 60% dans le Pacifique et 40% pour l'Atlantique, et par les avions, 76% dans le Pacifique, 76% et 24% de l'Atlantique. Et là, c'est vrai que c'est pas pris en compte les observations près des côtes, près des plages, dans les profondeurs. Là, c'est vraiment les cas aériens au-dessus d'un plan d'eau et au large. Ouais. Donc, ça limite quand même. Alors, il y a plein d'histoires comme ça. Et est-ce que ces choses-là, on va parler de structures manufacturées, est-ce que ça peut être du fait de l'armée américaine ou d'une autre nation, pourquoi pas? Et si c'est de leur fait, est-ce qu'ils ont des bases sous-marines enfouies? Ces bases sous-marines, on sait qu'il y en a. Elles abritent des sous-marins, mais elles sont en surface. Maintenant, est-ce qu'il y a des bases sous-marines enfouies, c'est-à-dire sous l'eau, et où il peut y avoir toutes sortes d'activités, dont des expérimentations, et est-ce que, quelque part, l'homme ne cherche pas à avoir un engin polyvalent? Quand je dis un engin, ça peut être de l'armement aussi. On peut avoir affaire à une arme volante qui soit capable de se mouvoir dans tous les environnements, c'est peut-être ce qui est recherché. Et maintenant, si ce n'est pas l'homme, est-ce que c'est quelque chose d'une nature exogène et qui se soit installé dans une profondeur? On sait très bien les avantages que ce soit les militaires, c'est plus discret, c'est pareil. Oui, que ce soit une civilisation venue d'ailleurs, on sait les avantages. Ça permet d'être planqué, mais d'être pas loin des bassins de population pour faire des tas d'expérimentations, des études, et voir des interventions. S'il y a des les bords de mer sont les plus habités pratiquement. C'est vrai que même l'être humain est proche de la mer en général, habite beaucoup en bord de mer. La plupart des ports, il y a beaucoup de grandes villes sont en bord de mer, c'est vrai. Bon. Alors voilà, donc on est dans la même problématique que les ovnis. Alors ce qui m'a un petit peu frappé, au niveau de la Russie, c'est la marine qui a déclassifié leurs documents relatifs aux ovnis. Il y a eu une partie du KGB, et il y a eu l'autre, c'est la marine russe. Mais les autres marines, elles ne communiquent pas. Alors là, on ne peut pas bien être aidé, nous, par la structure mise en place en France, au niveau du GEPAN, parce que on va rester dans le domaine aérien, ce qui est logique, puisque ils sont experts dans ce qui vole, quoi. Soit aérien, soit spatial. Donc le fait de demander des choses pour ce qui est... Le GEPAN, c'est une émanation du CNES. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est... Mais ils n'ont pas de structure au niveau aquatique. Et d'ailleurs, ça c'est une chose que j'ai commencé de signaler dans le premier ouvrage. Où sont les statistiques? Il n'y en a pas. En même temps, il n'y a pas de demande. Est-ce qu'il y a même des études qui ont été faites sérieusement? On n'en sait rien. Après, s'il y a eu des études, est-ce qu'il y a eu des résultats? On n'en sait encore moins, rien du tout. Et donc, effectivement, on n'a pas de statistiques. Moi, l'objectif que j'aurais, donc je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé un peu à faire une suite à ce livre. C'est le premier, on a dressé le portrait ufologique, parce que j'ai cherché à joindre les gens qui ne s'occupaient pas du tout de cela, ou voir qui disaient que c'était de la foutaise. Donc le premier livre, j'ai voulu faire c'est une photo, pour toi c'est quoi? Le premier livre, c'est une photo de la situation Le premier livre, c'était fait pour les observations aquatiques non identifiées. Sauf que, quand je l'ai fait, je suis mais quand je m'adresse aux populations qui ne s'intéressent pas à cela, ou qui disent que ce sont des bêtises,
Oui. Bon. Il faut une base. Et cette base de données, elle est ufologique. Puisque c'est ça qui nous a amené bon, c'est les témoignages, etc. Donc voilà. Donc du coup, il a fait 400 pages, il est condensé, mais on a un peu tout l'univers ufologique. Alors qu'il reste à développer, mais on le retrouve assez bien, et les gens peuvent faire leurs propres recherches par rapport au secteur que j'aborde. Voilà. Et les Ouani, ils occupent une petite place dans le livre, et là, effectivement, je me suis dit, il faut quand même un deuxième, où ce soit encore plus l'élément marin. Même s'il y a encore l'aérien qui est pris en compte, mais pas l'OVNI en montagne, par exemple. Voilà. Oui. Soit l'OVNI qui plonge, ou le truc qui sort, mais surtout essayer d'avoir des choses au niveau marin, si on pouvait un rapport avec l'eau, quoi, vraiment. Et ça, c'est vraiment plus difficile à avoir. Et d'ailleurs, j'ai le même ordre d'idée dans la recherche au niveau scientifique. Lorsqu'il y a des recherches d'exoplanètes, je suis très très attentif à voir si cette planète elle est en état liquide et quel liquide. Parce que quelque part, ça rejoint le domaine aquatique, qu'il soit purement terrestre ou interstellaire. Ah, c'est pas bon, ils vont y venir, mais bon, pour l'instant, ils n'en sont pas encore là, parce que bon, ils ont déjà encore du mal à définir ce qu'est une atmosphère. Ils commencent seulement à pouvoir voir s'il y a une atmosphère et la composition de l'atmosphère, bon, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, une planète aquatique, je ne sais pas s'ils en sont encore là, tu vois. C'est pas évident, quoi, tu vois, ou dans l'atmosphère il y a de l'eau, ou qu'il y a du fluide. Je veux dire qu'il y a des points d'eau quand je dis planète aquatique. Ouais. Pas spécialement recouverte entièrement d'eau, mais je veux dire qu'il y a des points d'eau ou de méthane à l'état liquide. Maintenant, dans le système solaire, on commence à savoir, oui. On commence à voir les satellites de Saturne, autour des satellites de Jupiter, qu'il y aurait des satellites composés d'eau ou de l'eau sous la glace. Il commence, voilà, tout à fait. Il commence vraiment, là, il commence à le dire, et je pense que là, d'ici 2-3 ans, ça sera complètement confirmé. Déjà, dans le premier livre, j'ai abordé ce sujet en disant que les missions spatiales, elles changent au gré des découvertes, bien évidemment, et des outils aussi. Et là, effectivement, l'élément aquatique, lorsqu'une sonde te renvoie qu'il y a de l'azote, qui dit azote, on prétend qu'il peut y avoir une forme de glace, qui est du méthane. Il est en état aqueux au niveau de Titan, lune de Saturne. Bon, les scientifiques travaillent, et quand ils travaillent, ils font des expériences en laboratoire, et ça donne des missions spatiales ou pas. Et là, c'est vrai qu'on est à la genèse de cela. Voilà pour l'aspect du truc. Donc, je fais toujours la relation entre espace et milieu marin. Alors, les gens commencent effectivement sur notre planète, mais ça permet de transposer déjà sur les planètes, les lunes, les exoplanètes, les exolunes, par rapport aux données que les scientifiques nous donnent, et sur leurs recherches, sur ce que les sondes ou les robots renvoient. Voilà. Donc c'est énormément de travail. Donc on a un travail ufologique, on a un travail technologique et on a un travail scientifique. Alors je ne suis pas scientifique, mais effectivement il suffit de lire les bonnes revues, les bons médias, et puis de consulter les bonnes personnes. Bon, quand j'ai des questions autour de moi, je peux me faire renseigner par un prof quelconque ou un scientifique ou un ingénieur. Ça aide. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander à des gens qui ont un certain cursus. Oui, c'est leur spécialiste, bien sûr. Moi j'avance comme ça. Donc c'est vrai que j'avance petit à petit. Oui, mais bon. Et donc Emmanuel, on avance tous les deux comme cela. Et puis Emmanuel, c'est plus dans le cas un petit peu où ça traite un peu dans le paranormal, tout cela. Parce qu'on ne laisse pas non plus de côté, et puis voir des trouvailles annexes, par exemple l'archéologie sous-marine, tout ça, elle jette un coup d'œil, parce que moi je ne peux pas être partout non plus. Bien sûr. Donc moi le spatial, l'aspect scientifique, technologique, armement, industriel, etc., ça fait beaucoup de choses à voir. Et ça c'est en plus des recueils, des témoignages. Parce que finalement la base, c'est toujours le témoignage, n'importe comment. Oui, ça se prend. Après c'est juste annexe, parce que quand on est chercheur, il faut fouiller. Oui, il faut regarder les possibilités, les diverses possibilités qui sont de toute façon, on n'a pas la réponse. Qui sont multiples, n'importe comment, ça c'est clair. Puis il faut surtout avoir une ouverture d'esprit. Il faut avoir un esprit ouvert et rigoureux, ne pas avaler n'importe quoi, mais ne pas rejeter non plus. Oui. Et c'est du cas par cas quasiment. C'est toujours du cas par cas, je dirais. Après, il y a des cas qui se regroupent, on dit, bon là déjà, le canular, on peut déjà... Il y a des troncs communs, il y a des choses communes, et puis bon, c'est vrai que les canulars, finalement, les canulars, ça se détecte quand même relativement vite, on va dire, avec l'expérience. Oui, mais après, il y a les méprises, effectivement, aussi. Il y a les erreurs, ça l'erreur est humaine déjà, et puis bon...
C'est très difficile, mais c'est ce qui est passionnant. Mais c'est un peu comme une enquête policière, hein, c'est pareil. Hein. Un témoin, il peut te dire la vérité, ce qu'il a vu, mais non, la vérité, c'est pas vraiment ce qu'il pense avoir vu non plus, quoi. C'est pas si simple, Ouais, malheureusement. oui. C'est pareil. Bon, même bon. Ok. Donc ton bouquin, ton deuxième livre sera beaucoup plus concentré, on va dire, sur Je vais faire en sorte, c'est pour ça que là, témoignages, techniques. Oui, il n'est pas à l'ouvre de sortir. Déjà, je vais reprendre dans le premier. Parce que certainement que dans le premier, il y a peut-être des choses qui n'ont pas assez développées, il faut que je regarde. Hein? D'autres, je vais les laisser carrément de côté parce que ça ne mène pas bien plus loin. Et puis d'autres où il y a des choses qui ont été dites une fois, il n'y a pas besoin de les ressasser. Tu n'auras pas besoin de refaire un historique, voilà, hein, parce que tu vas pas, voilà, tu vas pas refaire il faut qu'on essaie d'avancer dans le truc. Ok. Alors là, c'est la question de l'élément marin, les bases sous-marines, etc. Donc là, j'ai pas mal. Le premier chapitre, il est bien avancé. Est-ce que tu peux nous parler d'une affaire d'Oani importante? Bon, je sais que tu avais parlé un peu de la Belgique, de ce qui s'était passé. Je ne sais pas forcément dans le livre. Pas obligatoirement dans le livre, mais bien sûr. Mais alors, une affaire qui t'a marqué toi, qui t'a intéressé, qui t'a dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière qui est inexpliqué justement, d'inexplicable. Alors, j'avais potassé. Alors à la base, c'est une affaire d'OVNI. Sauf que il y a une structure qui a survolé un barrage, donc c'était en Belgique. Donc j'ai un dossier complet. Voilà, bon, il ne figure pas dans le premier livre. Je m'en suis servi, je m'en sers encore dans les conférences. Et ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré avec Emmanuel le 1er avril 2017. Nous étions à Bruxelles. D'accord. Ça, c'est l'affiche. Bon, c'est pas un poisson d'avril, tu confirmes. Avec le 1er avril. Non. C'est le poisson. Non, oui, je plaisante. Oui, le 1er avril, oui, c'est pas une bonne date. C'est vrai qu'on avait pensé, j'ai dit les gens ne vont pas venir. Ils vont dire c'est le 1er avril, bah oui. Le con, quoi. Non, mais comme quoi. Bah oui. Donc on avait été reçu par Marianne Letano. Letao. Excuse-moi Marianne, d'avoir écorché ton nom. Très très gentil, et puis qui a voulu, qui fait partie des repas écologiques de Bruxelles, c'est elle qui organise tout, puis franchement elle fait du très très bon travail. Elle est entourée par des gens ceux qui font partie de la COBEPS ou de la SOBEPS, des témoins, des enquêteurs, dont Daniel donc, qui avait autorisé que je reprenne ce dossier. D'accord. Voilà, on a vu les témoins en Belgique qui nous ont confirmé qu'entre effectivement fin des années 80 et début des années 90, qu'il y avait bien eu des histoires sur la Belgique. Et moi, ce qui m'a fait interpeller au niveau des OVNI, c'était cette affaire-là. Alors, cette affiche a été faite par Alex Tesco, AE Création. Donc, attends, bouge voilà. pas. Je fais une petite pub pour Alex au passage, qui s'amuse à faire des couvertures pour des livres et puis des affiches, et puis aussi pour des magazines virtuels. C'est bon? C'est bon. Donc voilà. Donc il m'avait fait cette affiche. C'est sympathique. Et ça représente un petit peu ce qui s'était passé. Donc ça c'était pour Star Magazine, un magazine virtuel que lui il a fait pour les ufologues. C'est lui le créateur, donc il s'est fait aider par des ufologues, des chercheurs. Et j'ai participé, on faisait un article. Et donc j'ai dit que je parlais de l'affaire du lac de Penny. D'accord. Alors c'est quoi cette affaire? Alors cette affaire, c'est que des ovnis entre la frontière belge et allemande, des ovnis. Il y a eu des plaintes de gens par rapport à des nuisances de lumière nocturne, mais qui étaient en hauteur. Donc comme il y avait une patrouille de police qui n'était pas loin, enfin la plus proche, un binôme de policiers y sont allés et ils ont vu que s'éclairait des champs. Et d'après eux, c'était plus puissant que les projecteurs d'un stade de foot. Bon, le truc s'est déplacé, mais contrairement à d'autres histoires d'OVNI, il n'y a pas eu de grande vitesse. Ça s'est déplacé à une vitesse accessible en voiture. Ils ont suivi le truc en voiture, et au bout d'un moment, alors on dit deux trucs parce que c'était trois faisceaux, donc ils ne savaient pas si c'était dépendant ou indépendant les lumières d'une des autres. Ils ont suivi de l'ensemble, donc ils se sont garés vers une prairie, et là, il y avait un lac, c'est le lac de la Gilette, et oui, voilà, auquel il y a un barrage qui a été construit. Et les lumières se sont mises en sustentation au-dessus du lac, et elles ont
il y en a une qui... Voilà, donc ça, il y a une boule rouge qui a été larguée, tel un plongeur qui ferait de la plongée sous-marine avec la chasse sous-marine, tel un harpon. D'accord. Et la boule descendait et remontait, mais comme s'il y avait un fil. Et c'est remonté entre les trois lumières. Et là, il y a une autre apparition qui est venue. Donc là, on voit un petit peu dans... C'est un truc 3D, hein, c'est juste c'est une reconstitution. Une reconstitution, hein, c'est pas une vraie photo, bien évidemment. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a un autre truc qui est arrivé derrière, et il a éclairé celui-là. Et c'est là que les policiers ont dit ça avait une forme triangulaire, c'était une masse. D'accord. Donc les trois lumières, c'était pas trois lumières indépendantes. Ouais, c'était une seule masse. C'était une seule masse, ok. Donc en fin de compte, la sphère rouge s'était larguée dans la flotte, s'est remontée donc dans la structure. Et lorsque le travail était terminé et puis que l'autre s'est approché, les deux ont glissé dans le ciel et ça a continué ces affaires de triangle pendant cette nuit-là en 1989, le 20 novembre 1989 exactement. D'accord, oui. Donc voilà. Et moi ce qui m'a intéressé c'est juste ce petit passage dans le déplacement de ces structures, ça passe. de larguer un truc dans la flotte. Et j'avais fait des petites recherches au niveau de ce lac et en fin de compte, pour moi, pour le commun des mortels, je ne vois pas ce qu'il y avait d'intéressant, outre des ordures ou de la base, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Quoi. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à cela. Est-ce que c'était une sonde? Est-ce que c'était pour des essais scientifiques? Un relevé de pollution? Ou ensemencer de la vie? D'où déjà venaient ces structures? Est-ce que c'était à nous, les terriens, ou pas? Là, Yves, après, on est comme le commun des mortels. C'est des questions, quoi. On a un pavé de questions et on n'a pas de réponse on n'a pratiquement aucune réponse, c'est sûr. Bon, tu peux toujours te renseigner, savoir si c'est un lac récent, si par hasard il n'y a pas un petit village englouti en dessous, comme ça arrive de temps en temps quand ils font des villages, des lacs. J'ai fait un article là-dessus, et j'ai marqué certaines caractéristiques du lac, du barrage. Alors, je ne sais pas en mémoire, c'est certainement là-dedans, mais... Il y a peut-être eu du terrain qui est englouti par ce lac, justement, à cause de ce barrage, tu vois. Comme, il y a plein de choses à savoir. Il y a peut-être un village en dessous, quoi, on n'en sait rien, finalement. Ah, ça, je ne sais pas. C'est peut-être à fouiller dans les archives du coin pour savoir si finalement il n'y avait peut-être pas un petit village qui a été englouti à cause du barrage, comme ça se produit régulièrement. Bon, la présentation du lac, si je l'ai, je vais mettre mes lunettes de... Ah, c'est la vieillesse. Voilà. Donc voilà, parce que tu voulais savoir pour le lac, là j'avais fait un article dessus donc. Alors, lac de Gilet, présentation simple, superficie 130 hectares, le lac a une capacité de 25 millions de mètres cubes d'eau potable pour la région. Au pied du mur, la profondeur est proche de 68 mètres. Ouais, quand même. Le barrage peut évacuer au maximum 185 mètres cubes par seconde. L'eau est chargée, elle présente une couleur rougeâtre sur les 6 premiers mètres. L'eau du lac est ce qu'on appelle ferrugineuse, puis obscurité totale au-delà. La vie dans cette eau est très limitée et peu fréquente. On y trouve tout au plus des larves d'insectes. Le contenu de sa profondeur, quelques souches d'arbres, mais surtout des ordures et de la vase. La région, Balen-Menbach, est bornée au nord par la commune de Wickenreit, à l'est, et par celle de Kettenis, commune de Penn. Eupen et de Wemes, qui est annexée à Robertville, au sud, par les communes de Wens, Jalais, Goé, commune de Limbourg, à l'ouest, par celle de Bilstin, commune de Limbourg, et Henri-Chapelle, commune de Wengenreit. Excusez-moi pour la prononciation. Oui, c'est... Voilà. Donc, cette commune est dotée d'une station géophysique de pointe dans le domaine de la sismologie et de la gravimétrie. Donc ça, je l'ai relevé, je ne sais pas si ça peut être une solution que la boule rouge. La sphère rouge, c'est peut-être des relevés ou... peut-être le taux de fer, le taux de pollution, le taux de... Ça, je ne sais pas. Donc j'avais fait effectivement une petite recherche un peu plus... Enfin, pas plus, mais complémentaire. Et tu ne sais pas de quand il date, le barrage? Parce que je sais une série. Ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'il y avait avant le barrage, en fait. Est-ce que le lac existait même? C'est ce que je veux dire. Il y aurait peut-être des recherches archéologiques à faire à ce niveau-là. Ça se trouve, je l'ai trouvé, mais je ne l'ai pas mis. D'accord. Oui, ça c'est possible. Ouais, c'est vrai qu'on peut... Il peut y avoir de l'archéologie, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de villages qui ont essayé de se retrouver engloutis à cause de barrages, à cause de création de lacs, justement, artificiels. Bon.
Mais c'est vrai que là, on peut toujours reprendre après ce cas auprès des informations. Bon, on a beaucoup de cas. Alors, ce qui m'a un petit peu, parce que tu me disais pour les OANI, il y a une zone qui m'a intéressé, et là on est près du littoral californien. Un ufologue spécialiste, là j'en parle de lui, c'est Preston Dennett, et lui qui dit dès l'ère moderne des ovnis, on va parler de ça comme ça, il y a eu des cas où il y avait beaucoup d'observations, surtout de formes ovoïdes, des soucoupes notamment, etc. Et que finalement, c'était comme dans les autres États du pays, il y avait beaucoup d'observations. Voilà. Puisque même sur les plages de Malibu, etc. Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal d'observations. Et Preston Dennett, lui, soupçonne, alors là c'est l'ufologue américain qui parle. Bon, moi je dis qu'il y a de l'idée dans ce qu'il dit, après ça reste à développer et surtout à prouver, c'est comme tout. Et il a auditionné des témoins et certains prétendent avoir été enlevés. Mais ce qui l'a surpris, c'est que les gens n'ont pas décrit l'intérieur d'un vaisseau, ce qui pouvait être un vaisseau. C'est-à-dire tôle ou paroi. Il a parlé de murs. Oui, donc quelque chose de plus solide. Ou de pierre. Donc, pour lui, il est clair que ces trucs sortent de la mer. Alors, à savoir qu'il y a des bases américaines le long du littoral californien. Restera toujours à déterminer si c'est militaire ou pas, encore une fois. Mais pour lui, les gens ont été enlevés à leur insu. Mais finalement, ils ne sont pas allés dans l'espace, ils ne sont pas allés bien loin. Ils sont allés sous l'eau. Or, sous l'eau, dans des galeries aménagées. Alors, il dit que lui, dans les époques, à l'époque où maintenant, c'est peut-être plus discutable, mais lui, il dit qu'à l'époque où il avait les témoignages, les années 50, 60, 70, qu'est-ce qu'il a recueilli, c'était très très difficile de manœuvrer dans ces eaux, ces galeries. Et pour lui, il ne voit pas quelle structure aurait été capable de le faire, et même à l'heure d'aujourd'hui, ce serait de la haute technologie. C'est pas simple, oui, c'est sûr. Ce serait de la haute technologie. À partir du moment où tu touches le sous-sol marin ou le fond marin même, faut déjà une bonne technique, hein, c'est clair. Alors on installe des câbles entre les continents, c'est vrai. Mais bon. Alors c'est vrai que, bon, si on en vient aux ovnis, on pense à l'US Air Force, du côté américain. Alors pourquoi les Américains touchent les Américains? Ce sont eux qui ont l'ufologie née de là-bas, parce que en 1947, il y a eu des histoires avec Kenneth Arnold, il y a eu l'affaire de Roswell, mais c'était des affaires parmi d'autres, ça c'était les deux plus médiatisées, et les études ont démarré de là-bas, et les suspicions qui vont avec. Donc effectivement, tout part des États-Unis. On se rend compte que les États-Unis, le Air Force est très très impliqué, la CIA, les agences de renseignement, la NSA, peut-être même dans une certaine mesure le FBI, mais aussi au niveau militaire, l'US Navy. C'est vrai. Et là, elle est encore beaucoup moins bavard que l'US Air Force. Ah oui, c'est encore on en revient toujours au même truc. C'est encore plus discret, oui, c'est Alors clair. moi nous essayons, parce qu'on est deux dans l'histoire, avec Emmanuel, on essayons de soulever le tapis et de se dire allons filer, prenons de l'immersion, histoire de côté voir. de la Navy, on a pris de la hauteur, des fois, il faut peut-être pas aller bien loin, c'est peut-être sous notre nez, là. Je sais pas, mais les centrales nucléaires, bon, on revient, on va parler un petit peu des centrales nucléaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont besoin de l'eau. L'essentiel des centrales nucléaires, d'ailleurs, a besoin d'eau. Il y en a beaucoup qui sont sur les littoraux. Aux États-Unis, c'est pareil. Je suppose qu'il doit y avoir pas mal de centrales nucléaires. Il y a eu pas mal d'affaires, même aux États-Unis, de visites au-dessus de centrales nucléaires qui sont au bord de l'eau, finalement. Beaucoup également. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien aussi? On n'en sait rien, bon, finalement. Ça, c'est possible, mais bon, c'est très très difficile. Il y a les affaires de missiles, bon, c'est autre chose. C'est très difficile de savoir que ce sont des sites sensibles. Oui, tout à fait, oui. Donc, le nucléaire, je sais qu'on a parlé de drones, d'ovnis, etc. Bon, en état, on ne sait pas trop si on était... Est-ce que ça dépend d'un Navy? Est-ce qu'aux États-Unis, ça ne dépendrait pas d'un Navy, justement, les centrales qui sont au bord de l'eau, ça, bon... Voilà, est-ce qu'il y a un lien avec l'eau, etc. Bon, pourquoi pas? Il y a des questions, on sait qu'il y a des histoires avec les ogives nucléaires, tout à fait. Les sites Minuteman. Tout à fait. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y en a avec le civil, nucléaire civil,
Oui, ça transparaît pas trop, c'est vrai, à ce niveau-là. Ouais, en même temps, c'est difficile dans le sens qu'on est dans les sites sensibles, donc c'est vrai que les institutions ne peuvent pas trop communiquer. On comprend pourquoi. On ne va pas donner des informations. Il y a eu des affaires en Australie. Je crois qu'en Australie, ils en ont parlé un petit peu, qu'effectivement, vous avez des centrales nucléaires qui avaient été visitées par des ovnis, parce que je me souviens avoir fait un article il y a 2 ans peut-être. Je sais qu'en Australie, ils en avaient parlé un petit peu. Et c'était bon, avant, en France, il y a eu aussi ce phénomène. On le sait très bien, il y a un an et demi à peu près. Mais avant la France, il y a eu l'Australie. C'est ça où il y a des centrales nucléaires qui ont été visitées, où il y a eu des témoignages. Oui, on sait qu'il y a eu des sites militaires de sous-marins, aussi qu'il y avait des sous-marins. Oui, bon, finalement. Aussi qu'il y avait quelques on a un peu l'impression qu'ils visitent un petit peu quand même toutes les infrastructures sensibles, justement. Alors voilà, île qui est derrière, on n'a pas le même problème. Est-ce que c'est une autre nation? Est-ce que c'est une alliance atlantique, une alliance autrement? On ne sait pas, attention. S'il y a des choses camouflées, ça ne veut pas dire que ce soit extraterrestre. Je suis toujours prudent. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas des... Ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce que c'est pas des regroupements de nations ou d'armées, des fois, de consortiums qui font des essais, donc forcément, ça peut arranger. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des consortiums, justement, ou des alliances, des entreprises tout simplement, qui travaillent pour l'État d'ailleurs la plupart, mais qui travaillent également pour eux. Voilà, donc, encore une fois, c'est très très difficile. Alors moi je ne suis pas spécialisé sur le nucléaire, en plus, voilà. Je suis dans une profession, je ne peux pas trop parler de cela. Oui, c'était pas les informations, c'était pas l'objet. Les gens voudraient savoir, je ne les avais pas à mon niveau en plus. Donc, oui, voilà. Non, mais c'était pas l'objet. Oui. Mais simplement, c'est vrai qu'au niveau aquatique, tout ce qui touche l'eau, alors les centrales en font partie. Tout à fait. Et bien d'autres choses, des usines chimiques certainement aussi. Il y a pas mal de choses où effectivement ça peut être survolé. Alors le tout est de savoir est-ce que c'est survolé volontairement ou parce que ça fait partie d'un trajet et ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a ça aussi. Il y a ça, mais est-ce que tu te souviens d'une vieille photo des années 50 en France, le lac Chauvet? Tu as une observation ou tu as des photographies qui ont été authentifiées d'ailleurs à l'époque. D'un ovni également qui était au-dessus du lac Chauvet. C'est des photos célèbres parmi celles qui sont pratiquement authentifiées d'ailleurs, vu qu'il y a même des laboratoires qui les ont examinées et nous disent c'est pas truqué. Il y a eu 2-3 photos au-dessus du lac Chauvet en France. Et ça fait réfléchir, ça date pas de maintenant en plus. Oui, et puis il y avait eu, j'en parle dans mon livre, en Méditerranée, les Italiens, à un moment donné, ils avaient demandé la protection en mer des pêcheurs parce qu'il y avait un nombre récurrent de choses inexpliquées, ils en avaient peur. C'était quand même 500 rapports, c'est quand même pas rien. C'est pas n'importe quoi. Oui. Alors c'est vrai qu'autour du monde, alors il y a la Baltique aussi qui est concernée. En fait, tous les endroits du monde sont concernés. Alors les terres, on le sait. Et alors au niveau des douaniers, les Caraïbes. Oui, avec le fameux triangle des Bermudes, dont on peut parler. Bon, évidemment, c'est un milieu marin, effectivement. Le triangle des Bermudes est intéressant parce qu'il y a eu des dérèglements magnétiques, de navigation, d'appareillage, avec des incidents et des accidents. Effectivement, ça va de la simple embarcation jusqu'à une escadre entière. Tout à fait, oui. Les 5 Avengers, notamment. Voilà, exactement. Il y a pas de secours qui a disparu dans la foulée. Oui, non, il y a des bateaux, mais il y a beaucoup de choses. On a à peu près le même spécimen avec le Japon, qu'on appelle le triangle du dragon, et c'est à peu près les mêmes histoires. Bon, ça fait moins de presse. C'est vrai. Alors, ce sont des lieux cherchés au niveau sismique, donc tout ce qui est courant électrostatique, électrique, tout ça, les dérèglements aussi par les pressions et dépressions. On a le crin blanc en pleine mer. Ils ont pas de méthane aussi. Bon, les ouragans, il y a pas mal de choses. Bon. Il y a beaucoup de théories. C'est pareil. Je pense qu'il y a des choses naturelles, mais est-ce que dedans, il y a des choses artificielles pour le triangle des Bermudes, c'est ça le truc. Pour le triangle des Bermudes, ils ont parlé beaucoup de bouffées de méthane. De bouffées de méthane qui remonteraient et qui ferait que la densité de l'eau. Ça c'est possible parce que c'est plus léger que. Voilà, donc les bateaux ils couleraient parce que. Et comme tu as par exemple des bateaux
où des sous-marins produisent de la chaleur, donc ça crée du feu, donc ça peut Voilà. exploser. Bon. Après, ça va encore d'atmosphère avec les réacteurs des avions. Ça peut exploser aussi, Ouais, mais c'est ce que les scientifiques mettent en avant. Mais c'est vrai que ça ne solutionne pas les épaves jamais retrouvées. Voilà, c'est ça le truc. et puis non, puis en plus, tu as eu des témoignages, hein, les pilotes, il y a des pilotes qui ont presque décrit ce qui se passait. C'est qu'ils voyaient que la boussole, elle tournait dans tous les sens. Et ça, c'est pas le méthane qui va l'expliquer. C'est pas une bouffée de méthane qui va expliquer que la boussole, elle tourne dans tous les sens. Oui, puis on a un témoignage Et qu'après, l'avion disparaît, quoi. On avait un témoignage qu'un avion avait traversé comme une espèce de nuage, et puis il s'est retrouvé à l'opposé ou très très loin du lieu où il devait être. Oui. Il y a des choses spéciales, comme des apparitions de bateaux, on va dire fantômes, et que... Il y a eu des réapparitions de bateaux qui avaient disparu, effectivement. Et elle bout encore sur le gaz. Voilà, que tout le monde a disparu à bord. Bon. Sauf un chien d'ailleurs, si je me souviens bien d'une affaire, il n'y avait plus que le chien qui restait. Bon. Et puis que le chien qui restait à bord. Bon, voilà, c'est un peu. Mais c'est très intéressant. Et là, dans le milieu marin, il y a de quoi creuser. Alors, le premier livre, on a brassé un petit peu, voilà. Je mets les gens en condition, puis je m'étais dit, bon, c'est bon, j'ai fait un livre, c'est bon, après tout, j'ai dit ce que j'avais à dire. Surtout qu'il n'était pas prévu le premier livre. Et puis en fin de compte, parce que je me relis, j'entends les gens, puis je me dis, ah oui, finalement, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai peut-être pas assez développé, ou pas assez, j'ai pas pris de choses peut-être en considération assez, ou pas du tout. Et puis d'autres, je sais pas ce que c'est venu faire là, d'un côté, ou enfin. Oui, peut-être mal amené, ou. Oui, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Alors le deuxième essai, on va essayer d'être encore plus précis, si c'est faut, essayer d'avancer. Et puis je pense qu'il y aura même un troisième essai. Ça sera le même éditeur? Comment? Ça sera le même éditeur? Oui, donc je suis déjà d'accord avec le même éditeur. Okay. D'ailleurs, on a déjà le titre, on a déjà le titre. Il peut évoluer, mais bon, je pense que ce sera OANI, complément d'investigation. Okay. Le premier s'appelle OANI, OVNI, enquête, méthode, réflexion. Ah bon, si tu veux, je te montre. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et donc le deuxième, on va virer OVNI, on va garder OANI. D'accord. Et ce sera certainement complément d'investigation. Et il y aura certainement une partie 2, donc ça pourra faire 2 volumes. Donc un ouvrage plus un autre. Nous allons voir dans ce que j'aurai écrit, la matière qu'il y aura dedans, ce qu'il conviendra de faire. Hein, soit un deuxième ouvrage suffira, soit il en faudra un troisième. On va voir. Parce que bon, on ne va pas faire toujours peut-être des pavés de 400 pages, mais c'est peut-être bien de réduire, mais ça, on va voir. Bien, alors vous pouvez voir que l'entretien se termine un peu brutalement parce que le caméscope numérique prêté par Sylvain Mathis d'ailleurs a eu des problèmes de batterie. Mais nous avions fini la vidéo et nous nous sommes juste dit au revoir derrière. Bon, pas de problème à ce niveau-là. L'entretien était bien fini après ces quelques images. J'en profite pour remercier Sylvain Mathis et Hera, et Emmanuel.